nombre d'années en traçant ce sillon, je dirais, de l'aménagement d'espace public. On vous a connu à Lyon, à l'époque où Lyon était la ville vitrine, le phare français pour l'aménagement d'espace public, on peut le dire. Puis plus particulièrement en banlieue lyonnaise, vous avez été responsable à Vénissieux et à Vaux-en-Velin de cet aménagement des espaces publics. Puis à Saint-Étienne, puis voilà, on vous trouve un peu partout en France quand il y a des projets. Et auprès de la Cube notamment, pour le développement dans l'ensemble de l'agglomération bordelaise de petits espaces publics et éventuellement on évoquera cet aspect de votre travail plus tard. Ayşe Aydogan, vous êtes architecte turc et si on vous a demandé de venir, c'est pour évoquer en point de départ à ce débat, on va commencer, ces phénomènes de résistance qu'on a pu constater notamment violents autour des projets de transformation de la place Taksim à Istanbul que vous avez vécu, vous nous en parlerez. Et puis, puisqu'il y a un aspect bordelais à ce débat, et à ces questions d'aménagement, je voudrais remercier d'abord l'adjoint au maire, Fabien Robert, qui était toujours l'adjoint de quartier de Saint-Michel, qui va nous rejoindre tout de suite, qui finit sa discussion. Et puis, deux représentants d'associations dont les buts sont très différents et qui vont nous en parler. Caroline Melon, la directrice de l'association Chahut, vous pouvez nous rejoindre. Et puis François Diard, de l'association des habitants de la place Gambetta. Installez-vous là et là si vous voulez, ne serait-ce que pour les caméras. Alors, le débat, comme les autres, est traduit, je ne l'ai pas assez signalé, en langage des signes de façon simultanée. Ce qui fait que si vous avez besoin de cette traduction, vous installez-vous plutôt à gauche des écrans ici. Alors je récupère juste mon Pavlov. Voilà. Alors je voudrais, pour commencer, pour introduire ce débat, vous montrer quelques images, en fait. Vous montrer quelques images pour poser le problème. Je ne sais pas si on peut avoir les images sur les deux écrans, mais on va en tout cas les voir sur... Oui, on va les avoir sur les deux écrans. Et je vous dis à bien les regarder. Alors, vous m'excuserez pour le son. Ce sont des petits films qui montrent des événements dans l'espace public. Et le deuxième, vous m'excuserez, le son est très mauvais parce que c'est une correspondance radio à distance à propos des événements de la place Taksim. C'est pris en direct, le son n'est pas terrible, donc tendez bien l'oreille, vous allez voir. Allons-y. À Manhattan, New York, un événement extraordinaire s'est produit. Il témoigne de l'attachement des citoyens d'une ville à ce qu'ils considèrent comme un bien commun, l'espace public de la cité. Un faucon à queue rouge avait fait son nid sur la corniche d'un des immeubles qui bordent Central Park. Aussitôt adopté par les habitants, il fut baptisé Pell Mell. Il apparaissait comme le symbole de l'attachement des Américains à la nature, qui les a conduits à créer leur ville autour de grandes structures végétales et aquatiques. Lorsque, pour des raisons d'hygiène, on a voulu déloger l'oiseau et la famille de son perchoir, la levée des boucliers a été immédiate. De calmes New-Yorkais se sont mués en militants, et les manifestations se sont succédées, jusqu'à obtenir satisfaction. À Istanbul, c'est le projet de raser le parc Gezi sur la place Taksim qui a provoqué une explosion de colère. Le seul poumon vert de la ville, avec ses 600 platanes, devait laisser place à un centre commercial et à la reconstruction d'hypothétiques casernes ottomanes à la place du centre culturel Atatürk, symbole de la laïcité du pays, promis à la destruction. Le projet, conçu sans aucune concertation et menaçant un espace public majeur et symboliquement important, a conduit à une réaction nationale de refus. Des mois d'occupation, de manifestations, d'échanges violents ont fait jusqu'à présent préserver le statu quo. Alors, vous pourrez nous en parler, Ayşe, mais les quelques images que vous nous avez communiquées, ça, ce sont vos photos qui suivent le film. C'est aujourd'hui cette friche urbaine qui est devenue la place Taksim, parce que tout est arrêté, tout est suspendu. Le tribunal a interdit les travaux, il y a des palissades, mais les gens n'y vont plus. Ça, c'est les images des moments où il y avait encore des grèves. C'est dire à quel point aujourd'hui, et voici les images du projet qui aujourd'hui est donc complètement arrêté. Alors si vous voulez, si je vous ai montré ceci pour commencer, c'est parce que je voudrais qu'en fait, on commence par quelques idées tirées de ce que j'appellerais les leçons de la place Taksim, que j'imagine tout le monde dans le public vous avez entendu parler. Mais est-ce que la première leçon qu'on pourrait en tirer, c'est que il faut prendre
le pouls de l'opinion publique avant de lancer un projet d'aménagement. Aichi Aidogan. Oui, bonjour. Évidemment, oui, c'est quand on ne concerte pas les habitants et la population d'une ville. Et étonnamment, on peut provoquer une révolte qui va à l'échelle nationale avec des répercussions internationales. En fait, en Turquie, on a eu beaucoup de discussions sur le fait que comment ça se fait qu'un simple projet d'espace public peut devenir une raison de révolte à l'échelle nationale. Bon, il y a des spécificités liées aux politiques du gouvernement. Conditions politiques, oui. Oui, voilà. Mais en fait, la question urbaine de l'espace urbain, elle se trouve l'origine de cette révolte, finalement, qu'il faut l'analyser. Alors, il se trouve que la spécificité de Taksim, le projet du parc, et le fait que le projet est le lieu de revendication par excellence de la ville. C'est-à-dire que la place de Taksim est la place formée, la première place publique formée après la République. Ça reflète les idéaux de la République, de la formation de l'État-nation, tout ça, avec un monument dédié à l'indépendance. Et puis, vous avez aussi la création du parc public. Parce qu'avant, les espaces publics, c'était uniquement des lieux de religion. C'était les patios des grandes mosquées, des grandes structures religieuses et les rues dans lesquelles il n'y avait pas de trottoir. Du coup, la notion de l'espace public était très, très limitée. Alors, on crée cet espace public qui est la place Taksim, qui est la place séculaire de la ville, par majeur, et qui devient aussi, qui est ancré dans les mémoires collectives des luttes politiques par les événements des années 70. C'était le lieu des grandes manifestations, des mouvements de jeunesse. Et suite aux incidents de 1er mai 1977, pendant lesquels on a tiré sur les manifestants, qui a fini par la mort de trentaine de jeunes. Et depuis cet événement, la place elle est interdite aux manifestations. C'est-à-dire que là, vous avez une double symbole. Oui. Voilà, c'est le lieu de revendication qui est interdit depuis 37 ans. C'est mon âge en fait. Et depuis 37 ans, chaque année, il y a des affrontements très très violents qui est devenu vraiment excessif au cours de 2013, juste avant les grandes révoltes, pendant lesquelles la municipalité et la ville, le préfectorat, a décidé de faire un couvre-feu, enfin presque. On a interdit les transports en public, on a fermé l'accès du métro, on a soulevé les ponts, c'était assez spectaculaire, jamais vu ça. Enfin, et voilà. Et là, avec toute cette accumulation de dire cet espace c'est à moi, non, c'est pas à moi, entre le peuple, enfin la population et le pouvoir politique, dans ce cas-là, c'est l'État. Et c'était un champ de bataille, en fait. Mais la leçon que vous en tirez, c'est que c'est plutôt parce qu'il y avait un fond politique qu'il y a eu des réactions, que parce que, après tout, on n'impose pas à une population une transformation radicale d'un lieu qui est hautement un symbole de son histoire. Oui, oui. C'est ça ? Oui. En fait, le projet de faire un centre commercial qui passe... en fait, le but de ce projet, c'est de dépolitiser cet espace public. Et de dire, voilà, c'est un espace commercial désormais, ce n'est plus un parc. Et les élus, dans leur discours, ils disaient, mais c'est pas grave, vous voyez, on construit la caserne, mais il y a le patio au milieu qui va être accessible publiquement. Mais ce n'est plus un espace public, ça devient un espace privé, on privatise un espace public, qui était le parc. Oui, même si on laisse le libre accès au patio. Donc définir l'espace public comme d'accès libre et gratuit n'est pas suffisant, à votre avis ? Oui, et il faut savoir qu'en Turquie, si vous voulez, dans un centre commercial, c'est pas un libre accès comme ça. Il faut passer par une sécurité. Il y a les X-rays, il y a les... Voilà, c'est très réglementé. C'est plus un espace public.
privatisation. Votre avis, Jean-Pierre Charbonneau, c'est aussi un cas paroxystique et tout à fait exceptionnel. On a rarement connu des cas de révolte pareille, uniquement sur une question d'aménagement urbain. Ouais, je voudrais donner 2 ou 3 exemples. Oui. Ça, je pense à la rue Saint-Denis. Je ne réponds pas exactement à votre Vous parlez à Paris ? question. À Paris. La rue Saint-Denis est, non pas depuis 35 ans, mais depuis 9 siècles, ce qui n'est pas mon âge, la rue des prostituées, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de permanence de choses qui ne sont pas, qu'on n'a pas décidées, il y a une sorte d'immanence des choses. Hein. Ensuite, à une époque, j'étais responsable des Minguettes à Vaux-en-Velin, à Vénissieux. Et en fait, on a eu des voitures brûlées, donc c'est dans l'espace public que s'est exercée la revendication. Donc en effet, l'espace public est un espace politique. Je pense... Pardon ? Ah, vous m'entendez pas ? Ça va mieux comme ça ? Donc oui, je pense aux voitures brûlées dans les espaces publics des Minguettes. Et tous les ans, cette sorte de rituel au jour de l'an que moi, j'apprécie pas spécialement, mais qui est une réalité où il y a des voitures qui sont brûlées dans les grands ensembles en France. Je pense, j'ai travaillé à une époque à Copenhague, où tout à coup, dans l'espace public qui, à Copenhague, est très domestiqué, c'est un espace très harmonieux où les discussions sont très polies, et c'est plutôt agréable, hein, c'est même très agréable. Eh bien, il y a des voitures qui ont brûlé, non pas de ma faute, mais au moment où j'étais là-bas, et tout à coup, ils se sont aperçus que l'espace public n'était pas qu'un lieu cool, un lieu d'harmonie, mais c'était un lieu d'expression des tensions sociales, des tensions politiques. Et c'est aussi le lieu des manifestations, et c'est probablement bien, parce que ça n'est pas qu'un espace de représentation de prestige ou un espace de détente, ça peut l'être, mais c'est aussi un espace où s'exprime la société. Alors après, je dirais ce qu'on en fait nous comme praticiens, mais en tout cas, c'est une réalité qu'on prend en compte. Et alors, je voudrais en terminer là-dessus provisoirement. Actuellement, je travaille à la communauté urbaine comme conseil avec plusieurs personnes qui sont là, notamment François ou Nicolas Drouin. Et l'idée, c'est de travailler tous les espaces publics de l'agglomération, et pas simplement les espaces centraux ou les espaces des centres des communes, mais dire qu'une rue est un espace public. Quand on emmène ses gamins à l'école, c'est un espace public. Quand on va faire ses courses n'importe où, c'est un espace public. Quand on va faire du sport dans une salle, on va d'un endroit à un autre. Et c'est donc de considérer tout espace, et pas simplement un espace ouvert ou de centre, comme un espace auquel il faut porter de l'attention en tant que politique et en tant que technique et en tant que concepteur. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que pour moi l'espace public c'est tous les espaces d'un territoire et pas simplement les espaces les plus symboliques, pas seulement les espaces les plus symboliques. Aïcha Dogan, qu'est-ce que vous en pensez de cette approche plus ouverte? Vous faites quand même un cas à part de cette place. Oui, enfin il y a un cas à part, mais enfin, quand le projet du parc, enfin quand ça commençait à se concrétiser, et tout de suite il y a eu des organisations ça a été contesté tout de suite par des corps de métier, par des partis politiques, par des architectes, par des élus des autres villes, enfin. Et il y a eu la formation de ce qu'on appelle la solidarité de Taksim, qui est formée par plus de 200 organismes, qui est énorme, qui vient des horizons complètement différents. Là, c'était pour montrer aussi combien cet espace public devient important aux yeux de différentes politiques, qui sont politiques directement liées aux politiques, mais qui ne sont pas du tout politiques. Il y avait la chambre des dentistes, il y avait la chambre des médecins qui se sont engagés aussi dans ce projet et qui se sont dit non, on veut que l'espace public reste public. C'était la première revendication des gens, des manifestants. Et la pression sur cette organisation qui était formée de différentes personnes, différents acteurs, et elle est devenue tellement forte que maintenant, il y a un procès juridique qui se fait et qu'on demande de 10 à 15 ans d'emprisonnement pour ces gens-là.
Et bon, déjà là, il y avait les prémices de dire, voilà, le parc de Gezi, c'est pas que le parc du Gezi, ça atteint sur tous les espaces publics. Et l'espace public devient une sphère, finalement, publique, avec différentes dimensions. C'est-à-dire, là, on a commencé à discuter de différents projets qui atteignent l'environnement, parce que Istanbul, même toute la Turquie, est en train de passer un processus d'urbanisation qui est très très violent, dans lequel on va menacer nos forêts, l'espace rural, les fleuves. On parle de privatiser les fleuves, les forêts, et après les services. Et on a aussi beaucoup discuté de accès à l'éducation publique, l'accès aux santé publique, de privatiser même l'armée. Enfin c'était tout, l'espace qui était en une seule dimension, qui est horizontale, qui est devenu au cœur des débats, ce qui est privé de l'ordre privé et ce qui est de public. Ouais. Donc c'est un enjeu de défense d'une sorte de bien public qui se matérialise dans l'espace de la ville, en fait. Vous y ajoutez les forêts, mais c'est tout l'espace public qui est devenu un objet de revendication au-delà du cas de Taksim. Oui, les fleuves, maintenant, il y a tous les projets de centrales hydroélectriques qui consistent à mettre les fleuves sur un tuyau où on va prélever 8% de l'électricité, et alors qui bousille complètement tout l'environnement. C'est qu'il n'y a plus de fleuves. C'est très très grave. Bon, on a commencé à discuter autour de toutes ces questions-là, et il y a eu une prise de conscience très très rapide, et ça a été comme une école, en fait, finalement, pour tout le monde. Même moi, en tant qu'architecte, j'étais très en arrière par rapport à ces questions-là. Ça a permis, pour moi, en tant qu'architecte, de me poser, de ne pas oublier qu'il y a toute cette sphère qu'il faut lutter et qu'il faut prendre en considération. Oui, c'est intéressant, Jean-Pierre Charbonneau, c'est que l'espace public urbain, ce n'est qu'une partie d'une sphère qu'on peut appeler le bien public, ce qui devrait appartenir à la collectivité. Qu'est-ce que vous réagissez là-dessus? Puis Fabien Robert, peut-être vous avez un point de vue là-dessus. Je trouve que c'est très mouvant, et c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant pour ça, parce que en fait, le bien public, il se décide, il se discute, il se débat, il s'arbitre aussi, d'où l'importance du politique, et en même temps notre rôle, parce que je dis la complexité de l'espace urbain, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, loin de là. Donc je sais qu'actuellement il y a beaucoup de projets à la communauté, on est sur un projet de la communauté de Bordeaux et de la communauté urbaine là, qui est prestigieux, magnifique, et donc il y a des choses qui sont faites et il faut continuer. Simplement, il ne faut pas continuer dans notre métier. On travaille avec l'existant, pas l'existant comme on aimerait qu'il soit, mais comme il est. Et c'est à partir de cette manière dont il est qu'on essaie de le transformer pour qu'il soit meilleur dans l'idée du bien public. Mais alors, quand je dis comme il est, ça renvoie à la concertation, ce qui est le contraire de ce que vous avez décrit qui s'est passé à Taksim. C'est-à-dire que c'est important d'aller chercher, de la part des associations, des riverains, des commerçants, des utilisateurs, comment ils perçoivent un lieu, comment ils l'utilisent. Et à partir de ça, on dessine au fond, ce qui est déjà l'esprit d'un lieu, ce qui est déjà la personnalité d'un lieu. Et on arrive à beaucoup de contradictions. Parce que on va en parler, mais sur cette question du bien public, je voulais avoir la réaction d'un élu, Fabien Robert. Ça doit vous toucher, ça touche au principe républicain de la France aussi, cette question. Je crois qu'en effet, aujourd'hui, la sphère dans laquelle s'exerce la critique et la raison des citoyens est beaucoup plus large qu'avant. Et paradoxalement, je crois qu'on vit dans un monde résolument engagé et où l'engagement est extrêmement fort. Ça peut paraître paradoxal parce que les formes un peu classiques d'engagement, le militantisme politique, voire le bénévolat associatif, on peut considérer qu'il y a une forme de crise de ces formes-là. Et en même temps, il y a des formes très nouvelles d'engagement, comme l'activisme, comme des forces très très puissantes, très ponctuelles aussi, qui s'inscrivent moins dans le temps, qui existent et dont les citoyens se saisissent pour s'exprimer.
Et c'est vrai que ça va bien au-delà de l'espace public. On reviendra, j'imagine, sur cette notion d'espace public, mais aujourd'hui, on voit dans le bureau d'un élu des collectifs de citoyens venir nous dire, voilà, il y a une parcelle privée au bout de la rue, il va y avoir une construction, on veut être associé à ce qui va se passer. Pourtant, la parcelle est une propriété privée, les riverains ne sont pas toujours immédiatement les riverains d'à côté, cela on peut les comprendre, mais il y a une véritable appropriation de tout un environnement urbain qui est très, très fort, cette appropriation est très forte, et le politique se retrouve dans des situations d'arbitre qu'on peut vivre de deux manières. Soit on le vit comme une remise en cause de son pouvoir, et là, eh bien, je crois qu'on n'est pas très très à l'aise dans la vie politique d'aujourd'hui, ou bien on essaie de se dire que c'est une manière de rétablir une relation entre les gouvernants et les gouvernés, entre les citoyens et les élus, pour rétablir un dialogue. Je pense que bien des sujets politiques désintéressent les citoyens. En revanche, le quotidien, eh bien, c'est une manière de remettre autour de la table, autour du débat, les citoyens. Ces sujets ne les intéressaient pas forcément il y a quelques décennies, d'autres les intéressaient. Aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse. Et je crois que c'est une manière de refaire prendre conscience qu'il y a un bien commun. Voilà. Ce bien commun se situait peut-être à des niveaux beaucoup plus élevés. Je crois qu'on a toujours aujourd'hui une conscience forte de la nation, de la patrie. Mais on a aussi une conscience très développée du bien commun au niveau local. Et moi, je trouve que c'est plutôt une chance parce qu'au fond, eh bien, on arrive à se mettre autour de la table. Mais ayant également suivi le dossier de Saint-Michel, on a pu peut-être lutter à une petite échelle contre l'individualisme parce qu'on s'est dit que plus précisément de tout ça, c'était le bien commun. Ce rôle des associations. Mais je reviens un instant sur Jean-Pierre Charbonneau. Vous aviez commencé à en parler. C'est cette prise en compte de cette intervention, je dirais, qui n'est pas que celle de l'élu. Vous, comme professionnel, alors certes, vous n'êtes pas urbaniste, c'est pas vous qui dessinez les projets urbains, on est d'accord. Mais vous n'êtes pas seul à seul face à l'élu dans un bureau. Maintenant, il faut tenir compte de l'ensemble de la réalité de la société civile qui défend son bien commun. C'est-à-dire qu'il y a nous autres techniciens, moi je suis ce qu'on appelle assistant à maîtrise d'ouvrage. Voilà, AMO, c'est un très vilain mot. AMO, voilà, j'ai essayé de ne pas dire ce vilain mot. Notre rôle, c'est d'aller à la pêche, au fond, de cette existence, de cette personnalité d'un lieu avec ses contradictions. Après, dans les projets, un maître d'œuvre, une architecte ou un paysagiste va faire de cette chose assez complexe un projet qui établit des équilibres entre toutes ces contradictions. Et puis, à la fois, on revient vers le public ou les publics qui n'ont pas tous, comme j'ai dit tout à l'heure, le même avis. On revient vers eux, on en discute. Et au bout du compte, il y a le politique. Et le politique est essentiel parce qu'un projet n'est pas la somme des demandes de chacun. On doit être une centaine ici. Si on prend la place Gambetta et que chacun décide comment sera la place Gambetta, à mon avis, ça va être vraiment une catastrophe. Donc heureusement, il y a des arbitrages, heureusement, il y a ce travail de la technocratie qu'on représente en essayant de l'être le moins possible. Moi, ça m'est arrivé de demander des textes à des écrivains pour qu'ils nous donnent un point de vue sur un lieu, ou de faire appel à des artistes pour qu'ils nous posent aussi un regard sur ce lieu, ou d'autres choses. Il y avait quelqu'un qui est passé tout à l'heure, qui travaille sur les arts de la rue, qui est une manière d'anticiper des usages à venir et d'expérimenter. Donc toutes choses qui nourrissent justement, je voudrais vous arrêter sur ce point, parce que c'est exactement, pas exactement, vous nous corrigerez. En tout cas, une partie de ce qu'organise l'association Chahut dans le quartier Saint-Michel, vous organisez des pratiques d'expression artistique. Vous faites vous aussi intervenir des écrivains pour parler d'un lieu, mais avant tout les habitants, et ce, dans une démarche artistique. Et c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pardon à ceux à qui je tourne le dos. C'est inévitable. Oui, je sais, j'ai compris. Mais du coup, c'est toujours compliqué. Effectivement, donc moi, je dirige l'association Chahut, qui est une association qui travaille entre autres sur le quartier de Saint-Michel. Et on dit de Chahut qu'elle travaille avec l'art, la culture et avec les gens. Et on peut mettre ça dans n'importe quel sens de cette phrase-là.
Nous, notre enjeu, en fait, on est dans le quartier de Saint-Michel et on s'est dit qu'on pouvait pas faire l'économie de travailler sur la façon dont les gens vivaient ces mutations. Donc nous, d'abord, on n'est pas un collectif d'habitants qui cherche à réagir à quelque chose. C'est bien ce que j'ai précisé. Ouais, tout à fait. Nous, notre travail, c'est vraiment de nous, on travaille sur le fait que qu'on espère que les données, j'essaye de pas employer des mots trop galvaudés, mais ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut respecter la parole, écouter ce que les gens ont à dire dans leur diversité. Le quartier Saint-Michel, il y a énormément de diversité, et du coup pour ça, pour comprendre l'aspect sensible de cette mutation du quartier, de ces travaux, on a aussi effectivement fait appel à des artistes, parce que nous, ce qui nous intéresse dans le travail des artistes, c'est à quel endroit est-ce qu'ils font faire un pas de côté à tout le monde par un regard poétique, et comment ce regard poétique, une fois qu'on a fait un peu de côté, on peut regarder là où on était juste avant et prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et la conscience amène, alors pardon, je vais dire des poncifs, mais en tout cas on le souhaite, à une certaine forme d'émancipation. Et donc l'enjeu pour nous a été de travailler, d'inviter effectivement un écrivain à produire des chroniques, mais aussi à travailler avec un certain nombre d'habitants qui ont voulu participer à ce projet. Eux-mêmes ont produit des textes. Tout à fait, eux-mêmes ont produit des textes. En fait, on se retrouve tous les mois pour écrire sur des... Et nous, on fait partie aussi de ceux qui écrivent. On ne se met pas à distance. Vous êtes vous-même du quartier. Oui, tout à fait. Et du coup, sur un certain nombre de thématiques, la colère par rapport aux travaux, les peurs, les désirs, les joies, et on met en place un certain nombre de dispositifs. Par exemple, tous les lundis matins, on se met en permanence sur la place Saint-Michel avec une table de pique-nique, du thé, du café, des gâteaux. Il y a toujours à manger et à boire, nous, dans tout ce qu'on fait. Et on invite les gens à dire ce qu'ils pensent des travaux, et du coup, bien sûr, du changement du monde en général, quoi. Voilà. Donc c'est de l'écrit, c'est de la photo, c'est de l'image, c'est du collage, c'est beaucoup d'activités artistiques distinctes. Je terminerai pour préciser, parce que vous ne l'avez pas dit, vous avez enterré avant-hier une malle destinée à la prochaine phase des travaux, là, parce que là, ça fait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de travaux sur la place Saint-Michel. C'est à peu près la phase moyenne entre deux périodes de mutation d'un espace public en France, 30 ans. Donc pour la prochaine phase de 30 ans, les gens trouveront une malle dans laquelle vous avez déposé des lettres d'enfants, des textes. Des lettres d'adultes, c'est-à-dire qu'en fait, qui voulait écrire pour dans 30 ans ? En fait, au départ, c'est parti d'une idée toute bête. On s'est dit, cette place Saint-Michel, elle est là, maintenant elle va être prête, combien de temps elle va durer, quoi ? Parce que ça fait partie des questions des gens du quartier. Pourquoi est-ce qu'on refait la place ? Donc combien de temps elle dure ? Et donc on a invité l'ensemble des gens à adresser une lettre aux habitants du quartier de dans 30 ans pour exprimer leurs désirs, leurs peurs, etc. par rapport à la place. Et notre enjeu là-dedans, et l'enjeu du projet de manière générale, c'est comment est-ce que on tente de participer à ce que les gens se sentent légitimes, nous y compris, pour poser un regard sur l'espace public et pour effectivement choisir éventuellement ce qu'on en fait demain, quoi. Alors, qu'apportent les artistes à ce genre à vos démarches, l'élu et le spécialiste de l'urbanisme, puis Aïché, si vous voulez. Je crois qu'il y a vraiment une quatrième composante aujourd'hui qui vient dans la sphère de la décision. Le mot peut-être pas approprié, mais il y a l'élu, il y a le technicien, il y a le citoyen, et je crois dans un certain nombre de projets qu'il y a un regard, une dimension culturelle qui fait du bien. Au moins pour deux raisons. Même si elle n'est pas dans la décision, parce que tu as utilisé la bonne expression, la première raison, c'est que vous faites un pas de côté, en fait. Donc vous permettez de montrer aux gens, peut-être, d'une certaine manière, comment ils se comportent, comment ils se regardent. Et en plus de Chahut, très récemment, une troupe de théâtre a travaillé en allant voir tous les acteurs du chantier, et elle a fait une petite pièce d'improvisation autour des difficultés du commerçant par rapport aux travaux, etc. Ça fait rire, ça permet de prendre conscience des contradictions, parce que le politique arbitre les contraires. C'est jamais facile dans ces situations-là. Donc ça permet de faire un pas de côté. Et il y a aussi un autre avantage important, c'est que je crois que ça diversifie les publics qui s'intéressent du coup à la question de la décision publique. Parce que, soyons clairs, pour faire le geste de venir dans une réunion de concertation, il faut déjà avoir une conscience du bien commun et dans une situation sociale qui permette souvent de s'intéresser à autre chose qu'à soi quand on est en difficulté, par exemple. Je regrette, moi, beaucoup à Saint-Michel qu'on ait eu, au fond, assez peu de représentants de la diversité, par exemple, dans les réunions
publique, alors que c'est vraiment une terre d'accueil et un quartier où la diversité est très représentée. Et je crois que vous arrivez à toucher un public très différent ou assez différent de celui qu'on a dans les réunions de concertation. Donc cette dimension culturelle, là c'est peut-être l'adjoint à la culture qui parle, je crois qu'elle est importante dans les projets urbains. Ah, vous l'êtes devenu après. Qu'apportent les artistes et la culture dans la démarche de l'urbaniste ? Moi, je crois que tous ces points de vue, qui s'avèrent, comme on l'a dit, contradictoires fréquemment, ça donne une photographie d'un lieu et d'un sujet. Et de cette photographie, on en voit la complexité, parce que l'espace public, c'est comme une société. La société qu'on est ici, elle n'a rien d'homogène. Elle est faite de toutes nos contradictions multiples, mais on cohabite. Et en fait, la photographie que donnent tous ces points de vue permet de prendre une direction qui continue d'ailleurs à se discuter, parce que quand on fait intervenir des gens, comme vous l'avez vu, ça mobilise d'autres gens, et donc on peut continuer à discuter à certaines étapes, ce qui est très intéressant, au projet, juste avant les travaux, tout un tas de choses. Bon, c'est notre soupe, ça, mais on peut continuer à discuter autour d'un projet, et un projet, ça nous regarde tous, et c'est important. Alors, c'est important qu'on le fasse, mais c'est important qu'on écoute. Donc pour moi, tout point de vue est intéressant, même s'il est contradictoire avec le mien. Alors je voulais juste dire, je vais faire un peu de pub 2 secondes. Donc je suis un des fondateurs d'une revue qui s'appelle Tous Urbains, que je vous recommande. Moi aussi, je la recommande, bien sûr. Merci. Donc j'en profite, hein, j'avais le micro. Et qui est aussi une revue de point de vue sur l'urbain en général, et dans laquelle il y a des archis, des sociologues, des philosophes, qui s'exprime régulièrement, notamment sur l'espace public. Voilà, et il y a eu un article sur Taksim en son temps, etc. Voilà, il y a eu un article sur Taksim. Mais justement, alors, Aïché, sur ce qu'apportent les artistes et les approches culturelles, c'est pas là-dessus que vous vouliez réagir, si ? Enfin, c'est lié, enfin. Allez-y. Moi, je voulais réagir sur le caractère autocréation, enfin, d'un espace public. La possibilité qu'un espace public devienne un lieu où les citoyens peuvent créer leur espace selon leurs désirs. Bon, ça a l'air utopique, mais enfin, je pars toujours de l'expérience de Gezi et ce qu'il nous a appris. Et après que la police s'est retirée, pendant 15 jours, il y a eu l'occupation du lieu par les protestants et il y a eu la formation du village de Gezi, qui était une organisation d'espace très très complexe. Dans lequel il y avait une librairie, il y avait une crèche pour les enfants, il y avait un champ cultivé, agriculture donc, il y avait des médecins volontaires, des avocats volontaires qui vous distribuaient des tracts en disant voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire si on est en garde-à-vue. Alors c'est devenu un lieu d'autocréation et qui était autogouverné finalement et qui a marché très très bien. Au début ça faisait un peu peur parce qu'on a dit il n'y a pas la police, il y a autant de gens, il y a autant de gens qui sont très différents et qu'est-ce qui va se passer? Et finalement ça s'est passé très bien et on a vu se réaliser une utopie qui est de devenir un espace public, c'est un espace de multitude et de convivialité. Enfin, de collectivité. Ben oui, et dans lequel, juste, oui, il y avait coexistence des partis, des positions politiques qui étaient très, très différentes. Vous aviez des gays et des lesbiens, il y avait des activistes qui défendaient l'identité ethnique des Kurdes, il y avait les nationalistes, il y avait de toutes sortes de personnes. Et qui a fait que cette coexistence, ça a permis de créer un contre-champ dans lequel on est des citoyens simples et égaux. Enfin, on est tous égaux. Et dans ce sens-là, personne n'était exclu. Pour donner un exemple, les plus marginaux des villes, ce sont je pense que c'est les mendiants et les enfants de rue ou des drogués ou des SDF. Et ils n'étaient pas exclus du parc. Ils faisaient partie du parc. Ils n'avaient plus besoin de mendier parce que là, tout était gratuit et s'autogérait et on distribuait à manger. Ils ont participé au combat.
Et voilà. Alors, on a un cas un peu atypique, qu'est-ce que vous en Oui. pensez, Jean-Pierre Oui, Charbonneau? un mot sur le sujet, parce qu'en fait, je suis théoriquement un aménageur, comme on dit, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on n'aménage pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de mettre des beaux matériaux, de tout refaire, les réseaux, les évacuations d'eau, etc. Je trouve très important qu'il y ait un certain nombre d'endroits qui aient été rénovés de manière magistrale. Et puis c'est là de toute façon, hein, et on voit ce que ça a apporté, comme par exemple cette rive de la Garonne. Et en même temps, c'est très important que dans bien d'autres endroits, et notamment pour des raisons d'argent, mais aussi pour des raisons de priorité, de vie sociale, on n'aménage pas, ou alors on aménage que très légèrement, avec intelligence, ou qu'on laisse faire des choses comme ce dont vous parlez là, c'est-à-dire que dans les outils qui permettent d'aller mieux, de vivre mieux dans son quartier, dans sa ville ou dans sa métropole, il y a l'aménagement et puis il y a la transformation d'usage à peu de frais, temporaire, définitive, ces expérimentations. Et ça n'est pas du tout une utopie, c'est quelque chose de très concret aujourd'hui. Je peux juste ajouter... Oui, bien sûr. Désolée. Non, mais on va parler d'une autre place après. Oui, allez-y. Et je voulais ajouter aussi... pendant la création de ce village, ce qui était pour moi architecte, ce qui était très étonnant, c'était de voir quand les limites entre concepteur et usager, enfin celui qui utilise cette place, s'effacent, ça devient extrêmement riche le lieu de création. C'est pour cela qu'il ne faut pas définir les limites des lieux peut-être, et que en tant qu'architecte, quand on était là sur la place, on avait une malaise. Nous, les Amérindiens, on ne savait pas comment intervenir parce nous, on a tellement l'habitude de planifier, de faire des plans, et quand il s'agissait de l'improviser, là, on était paumés. On ne savait pas quoi faire, en fait. Et du coup, les gens, on les laissait faire. L'architecture s'est fait tout seul et c'était beaucoup mieux, en fait. Bon, c'est presque un autre débat. Comment dire, faire attention à ce que disent les uns et les autres. Même à Bordeaux, au cœur de Bordeaux, il arrive que ça ne se fasse pas. François Diard, vous pouvez en témoigner. Prenez un micro. Vous pouvez en témoigner. Vous êtes riverain de la place Gambetta et vous avez la surprise de voir des transformations. Alors, place Gambetta, c'est beaucoup plus petit que la place Taxi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y aller. On vous la montrera. C'est plus... Ah, vous voulez dire que c'est plus calme. Je ne sais pas, on verra. Pour le moment. En tout cas, c'est plus petit. Mais en effet, vous, comme riverain, vous avez eu la surprise un jour de voir que des changements avaient eu lieu sans que vous en ayez été du tout informé, ni interrogé, ni concerté. Exactement, oui. Alors, bonjour à tous. Parlez bien dans le micro. Bonjour à tous. Oui, au début, tout a mal commencé. Et je peux dire que nous sommes entrés en résistance, ce qui correspond à la première partie du titre de votre table ronde. En effet, en 2010, la CUB a imposé un nouveau schéma de transport impliquant Gambetta, sans aucune concertation et sans étude d'impact. La place a été alors transformée en une plateforme de régulation, ce que les techniciens appellent une structure hub, avec une concentration de 21 lignes de bus sur la place. Ceci représente 1100 bus par jour, 90% de grands bus articulés, 150 bus aux heures de pointe, 16 000 transferts de passagers, ce qui représente la population de Marmande par jour. Et il n'y avait aucune structure mise en place pour accueillir tous ces passagers. Pas de bande, pas d'abri, etc. Et parallèlement à cette exacerbation de la circulation des transports en commun, on a une augmentation de la circulation automobile qui a subi une croissance exponentielle avec 35 à 45 000 véhicules jour, ce qui nous a plongé dans l'ordinaire de l'aliénation automobile. Alors les conséquences se sont en fait immédiatement sentir. Encombrement majeur des trottoirs qui n'étaient pas faits pour recevoir une telle population, saleté, pollution aérienne par les microparticules et le dioxyde d'azote, ce qui est grave, pollution sonore, mise en difficulté des commerces, impossibilité d'atteindre le terre-plein central et son jardin qui est pourtant apprécié. Ces modifications ont empêché les usagers de poursuivre leurs activités urbaines et collectives. Les gens se sont peu à peu détournés de la place et l'ont même évité. Le lien social a été détruit et le constat que l'on peut faire, c'est que la place
n'a plus été un espace public, c'est devenu uniquement un carrefour de circulation. Alors cette situation a déclenché une alerte citoyenne que nous avons prise en charge et nous avons créé une association avec pour objectif d'obtenir de la part des responsables politiques et techniques des collectivités locales le lancement d'un projet de réhabilitation globale de la place. Et c'est ça qui a été le point de départ de notre action citoyenne. Mais secondairement, les choses ont évolué dans un sens beaucoup plus favorable. Vous n'avez pas eu à affronter la police pour être entendu quand même. Non, on nous avait demandé si on était prêt à faire une manifestation dans la rue. On a dit qu'on allait utiliser des chemins plus doux. Ah, bon. Mais néanmoins, vous avez été entendu, je crois. Oui, bon. Tenez, prenez aussi le micro de Caroline, voilà. Oui, en effet, ce qu'a dit M. Diard est absolument exact. La mutation du réseau de transport pour l'amélioration du service public, ceci dit, ne s'est pas faite en accord avec ce qu'étaient les espaces publics. Et effectivement, il y a des places dans Bordeaux dont on peut se dire au bout d'un moment qu'elles n'ont de place que le nom. La place, c'est l'endroit de rencontre, etc. Et en l'occurrence, ça ne l'est pas. Je crois que les alertes citoyennes sont pas négatives. Je le dis franchement, j'ai pu observer à plusieurs reprises que d'un projet menaçant, d'une difficulté, on en fait une opportunité. Parce qu'une mobilisation citoyenne, c'est l'occasion d'améliorer la décision, parce qu'on a un collectif de riverains, de personnes qui vont s'impliquer, qui vont être associées à la concertation et qui vont être extrêmement vigilants. Donc la décision a des chances d'être meilleure. Et puis c'est aussi source souvent d'une vie de quartier qui se réactive. Je prendrai un exemple qui n'est pas à Gambetta, mais à Saint-Michel que je connais bien, l'association des commerçants était en grave difficulté. Les travaux arrivant, ils ont eu très peur, ils se sont restructurés et ils ont créé énormément d'animations dans le quartier pour traverser cette période. Donc l'alerte citoyenne, du point de vue de l'élu que je suis en tout cas, elle n'est pas négative, elle accompagne souvent les changements et parfois elle permet de les déclencher aussi. C'est vrai que la rénovation de la place Gambetta, ou le projet de rénovation, a été probablement sacrément accéléré par la mobilisation des habitants. Et aujourd'hui, donc, vous êtes pleinement dans un processus ? Alors, aujourd'hui, nous sommes écoutés, nous sommes entendus et nous sommes rentrés dans un processus de concertation. Alors, il faut dire que l'association a fait engagé beaucoup de réflexions sur l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe, comment vivent les habitants, qu'est-ce qu'ils souhaitent. On a produit des documents qui ont été présentés dans les conseils de quartier. Il y a eu une réflexion préalable. Et avec les documents qui sortent de cette réflexion préalable, nous avons rencontré tous les représentants politiques des collectivités, la mairie, la CUB, les directeurs des services techniques. Enfin, on a fait beaucoup de travail de conviction pour dire il faut qu'on nous refasse un projet. Voilà. Alors, on a été rapidement entendu. La première preuve, c'est qu'en l'espace de 8 mois en 2012, on nous a fait une première modification provisoire pour améliorer la situation. Celle-ci s'est faite en 8 mois, ce qui est très très rapide. Je n'ai pas le temps de vous développer, mais vous connaissez tous les modifications qui ont été apportées. Elles ont satisfait les usagers du trottoir Est qui en ont largement bénéficié. Mais on peut dire que les usagers des trottoirs Sud, Ouest et Nord constatent un statu quo et quelquefois une aggravation. Alors l'objectif fondamental de notre association reste la réhabilitation globale de la place en 2018. Et il faut dire que, je pense, grâce à l'incitation qui a été la nôtre, ce principe a été accepté. Et notre maire, Alain Juppé, qui est maintenant également président de la CUB, s'est engagé pour que cette réhabilitation soit faite. Ce qui, pour nous, est un succès, il faut le dire. Voilà. Bien sûr. Alors, il y a deux composantes dans cette réhabilitation. La première, elle est très importante, c'est la rénovation patrimoniale. La place Gambetta, c'est un ensemble architectural unique, emblématique de l'architecture bordelaise du XVIIIe, qui doit bénéficier d'une rénovation d'une grande qualité et d'une mise en valeur de cet ensemble. Vous voulez dire autre que celle que les propriétaires privés pourraient faire ? Non, parce qu'il va falloir... Il va y avoir une réflexion dans le cadre de l'élaboration d'une charte de la rénovation. Il va y avoir une réflexion entre les bâtiments, les monuments de France, la municipalité, les différents architectes et les propriétaires. Et ça c'est un engagement à dimension privée. Parce que le financement de la rénovation est en partie avancé par les propriétaires, mais il y a des avantages
de défiscalisation, parce que quand vous faites une rénovation des façades historiques, et la place Gambetta, on l'a vu sur toute la façade, la place Gambetta est un ensemble classé monument historique, il y a d'importantes défiscalisations. L'aspect projet public, espace public. Alors, l'aspect donc rénovation patrimoniale, je vous l'ai dit, ça c'est très très important. Certes. Et je retiens tout à l'heure une phrase de M. Herzog qu'il a prononcée, qui était très jolie, où il a dit « La beauté architecturale est une force sociale ». Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et je pense que si on rend cette place belle comme elle devrait l'être, c'est quelque chose qui améliorera la vie sociale. Alors, deuxième chose, pour pouvoir réaliser une réhabilitation, il faut apaiser la place. Et c'est là le problème le plus difficile. Aucun projet cohérent ne pourra être produit si la place n'est pas apaisée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on se retrouve avec les conflits entre urbanisme et circulation. Il faut réduire la circulation automobile. Il faut réduire drastiquement le nombre des lignes de bus en repensant le schéma des transports dans le centre, tout en pensant aux services que l'on rend aux usagers, ce qui rend la réflexion très complexe. Et il faut largement augmenter les espaces piétonniers. Et ainsi, la place pourra redevenir un espace public, un lieu d'échange et de côtoiement de groupes sociaux qui sont différenciés. Alors, quel sera notre niveau de participation ? Parce que là, on rentre... C'est un peu le sujet de notre débat. C'est l'association des associations. Voilà. Quel va être notre niveau de participation ? Alors, je dois dire que nous avons été largement associés dans le cadre d'ateliers à la préparation de l'étude programmatique. Cette étude programmatique nous sera présentée en octobre 2014. Et là, il y a eu mise en place d'ateliers, les projets ont été présentés dans les conseils de quartier, et il y a eu une forte participation au niveau de la préparation de la rédaction de l'étude programmatique. Mais ce sont les services techniques de la CUB qui rédigent, bien entendu, qui rédigent l'étude programmatique. Alors, le lancement de l'appel d'offres public pour un concours d'architecte urbaniste se fera début 2015. Voilà. Il y aura 2 jurys. Une première sélection de 3 à 5 candidats parmi 30 à 50 réponses qui sont attendues, et un second jury pour la sélection du lauréat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les associations... Il faut répondre à Aïché, ça sera un concours international. Les associations ne peuvent pas légalement participer au jury. Tout à fait. La décision finale est donc entièrement dans les mains des responsables politiques et techniques des 2 collectivités locales, la mairie et la CUB. Alors, nous demandons quand même, et nous insistons beaucoup, pour être consultés en amont de toutes les décisions qui vont être prises. Et nous serions très heureux si nous pouvions collaborer avec les architectes urbanistes qui seront les lauréats du concours. Alors l'avenir proche nous dira donc si cela est possible et quel sera le niveau de participation citoyenne dans ce problème très complexe de réaménagement et de rénovation de la place Gambetta. Vous serez sûrement écouté par les architectes, mais il y a des points de droit. Effectivement, on arrive un peu au cœur du sujet, parce que quand on a dit qu'on voulait faire participer les citoyens, arrive le moment de la décision. Et comme vous l'avez très bien rappelé, la décision, pour d'évidentes raisons à la fois démocratiques et financières et légales, elle appartient à l'élu, au travers d'un jury. Et là, je vais citer l'exemple encore de Saint-Michel. Malgré cette réalité légale et politique qui est le reflet de la démocratie représentative, on choisit des représentants qui décident. Malgré ça, on a vraiment des espaces de dialogue et je crois que les architectes ont parfaitement intégré dans leurs réponses qu'il fallait laisser des marges de manœuvre pour expliquer qu'on allait ensuite travailler avec les citoyens. Et en l'occurrence, à Saint-Michel, on a réussi à travailler carte blanche pour faire un programme avec les habitants. Ensuite, il y a eu l'année à peu près qu'il faut pour choisir un projet d'architecte. Et là, c'est les techniciens et les politiques qui choisissent dans le cadre d'un jury. On a eu la chance de tomber sur des architectes qui nous ont dit « On sait très bien qu'il nous faudra fortement travailler avec les habitants, retravailler, revoir notre projet. » Et il a été sacrément modifié. Parce que dès qu'on a eu retenu au jury le projet, on est retourné devant les habitants et plein de choses ont été revues. Les pavés en bois, le mobilier devait être en bronze au départ, etc. Tout ça a été revu. Donc, ça nécessite de la volonté politique, mais malgré c'est normal, hein, un processus de décision centré sur les techniciens et les élus, on peut réellement, aux différentes phases, APD, etc., faire évoluer le projet avec les habitants, mais la décision légale, elle appartient toujours à l'élu. Oui. J'aimerais avoir l'avis de Jean-Pierre Charbonneau sur ces questions de processus décisionnel. Alors évidemment, on ne peut pas être dans l'autogestion dont a parlé Aïché sur des moments un peu exceptionnels de la vie d'une société. Les Suisses continuent à le faire, hein, mais vous avez vu Jacques Herzog. Mais
Là, en France, compte tenu de notre organisation, comment l'équilibre de la décision est la meilleure selon vous? Est le meilleur? Moi, je reviens malgré tout. Je vais répondre à la question, hein, mais je voudrais c'est important qu'on parle des espaces emblématiques, mais je rappelle, avant de répondre à votre question, que les espaces, c'est tous les espaces d'un territoire. C'est aussi bien à Mérignac dans tel quartier qu'à Ézine à tel endroit. Donc, et Gambetta, vous la classez dans quelle catégorie? Gambetta fait partie de ces espaces qui sont prestigieux, alors que d'autres sont des espaces plutôt banals, mais ces espaces banals, on y vit et on y travaille. Et l'idée, où on y échange, etc. Et l'idée, c'est que sur tous ces sujets, on aille chercher aussi bien à Mérignac qu'à Gambetta, justement, comment un lieu vit, qu'on le mette en discussion, qu'on fasse de la concertation, comme monsieur l'adjoint l'a dit, à certaines étapes. Pour ça, d'ailleurs, ça nous demande à nous, professionnels, de nous adapter. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des documents qui soient compréhensibles. Si personne ne comprend rien, si on fait des trucs abstraits, la concertation ne peut pas avoir lieu. Donc il faut faire des trucs compréhensibles. Ce qui pour nous est un effort, et tant mieux. Il faut qu'on détermine des étapes précises. Monsieur le responsable de l'association l'a dit, il y a des étapes dans lesquelles tout n'est pas bouclé, mais dans lesquelles on montre un certain nombre d'alternatives qui sont discutées. Et les discussions sont très riches, elles permettent d'approfondir, et derrière, il faut décider. Donc vous voyez, moi je me retrouve complètement dans l'idée, quand on parle d'aménagement, mais d'ailleurs ici à Gambetta, ou là-bas à Mérignac ou à Ézine, hein, quand on parle d'aménagement, l'idée d'aller chercher la réalité du territoire, de faire de la concertation, de faire projet et de faire décider. On peut même d'ailleurs décider derrière sur le niveau d'intervention. C'est-à-dire que j'imagine qu'à Gambetta, je vais donner un chiffre, hein, n'ayez pas peur, on sera à 400 ou 500 euros du mètre carré. Et puis quand on est à Ézine, on peut faire quelque chose de très bien, mais à 80 euros du mètre carré, par exemple. Et ce n'est pas du tout se moquer des gens. Nous, on a fait ça dans les quartiers de grands ensembles. On avait le même mobilier urbain, même qualité d'usage, même qualité de gestion, mais à des coûts d'investissement moindres. Et il faut savoir que maintenant, la plupart du temps, on mettra moins d'argent. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien. Il vaut mieux le garder pour autre chose. Oui. Mais il faut continuer à rendre les espaces aux gens. Il faut continuer à prendre soin des espaces. C'est une expression que vous aimez bien. Oui, prendre soin. Aïché, vous vouliez réagir? Non, vous vouliez pas? Si. Ah, allez-y alors. Enfin, moi, je reviens toujours sur Taksim. L'obsession, finalement. C'est dur de s'en détacher. Oui, moi, j'ai connu des anciens 68ards qui ont eu du mal aussi. Je vais participer à ce concours de Gambetta, vu que chez nous, on n'en fait plus. Et on a montré très vite, en fait, les images du projet qui consistait à réaménager Taksim. Moi, j'avais insisté pour qu'on le montre parce que je pense que ça démontre vraiment le mépris qu'avaient les élus en ce qui concerne la production de l'espace. Ça, c'est même pas un projet, en fait. Vous voyez, là, il y a un truc rose, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une espèce d'amphi, enfin, c'est ridicule. Ça démontre vraiment que il n'y a pas eu appel de concours international ou national, quoi que l'on soit. Les seules personnes qui se sont organisées, c'était la solidarité de Taksim. Ils sont menacés d'aller en prison. Enfin, vraiment, c'est l'image du mépris de dire, voilà, moi, je m'en fiche de l'opinion publique, de l'habitant, de ce qu'il veut. Certains résultats de concours sont des gifles. Ça Oui, il n'y a même pas eu de concours. Fabien. N'oublions pas aussi, moi, je suis d'accord avec vous, et puis en même temps, n'oublions pas que pendant des années, des décennies, on a fait comme ça, mais avec des voitures partout dans les espaces publics des villes occidentales et pas qu'occidentales, même d'ailleurs à Istanbul, hein, et je travaille en Amérique latine, c'est pareil. Ouais. Donc si vous voulez, et sur le plan politique, je suis complètement d'accord avec vous, et n'oublions pas l'histoire que pendant 40 ans, on a fait des espaces publics pire que ça.
Et ce qui ne veut pas dire que celui-là est bien. Hein. Je conviens complètement. Aujourd'hui, on prend soin. Aujourd'hui pour les ramener. Voilà. Maintenant, on prend soin des espaces publics. Fabien Robert. Je voudrais pas, ternir le bon côté et l'unanimité autour de la nécessité de concerter, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Il y a peut-être une difficulté à une association de plus en plus forte des citoyens à la réflexion sur l'espace public. Je donne cette difficulté en étant moi-même convaincu qu'il faut le faire, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est la question du temps. Parce qu'aujourd'hui, les reproches qu'on peut faire aux décisions politiques, c'est de prendre trop de temps. Or, inévitablement, la concertation prend du temps. Et elle allonge, globalement, les dispositifs de prise de décision. Alors c'est peut-être du temps gagné, et c'est peut-être une meilleure acceptation de ces espaces au final. Mais aujourd'hui quand même, ce qu'il faut dire, c'est que cette demande de concertation étant venue du terrain, elle n'est pas tout à fait organisée au niveau de la technique, de l'administration et de l'institution. Ne le prenez surtout pas mal. Mais c'est vrai qu'on a un processus de décision et puis on le suspend le temps d'aller voir les citoyens. Et puis on recommence à travailler. Et puis on revient vers les citoyens. Bref, on n'a pas vraiment, à mon avis, intégré ça dans nos process administratifs. C'est des espèces de pauses pendant lesquelles on discute avec les citoyens et non pas un travail continu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, moi je l'ai vu sur Saint-Michel, on a pris 1 an et demi de retard, 6 mois sur un appel d'offres infructueux, allez, un petit peu plus de 6 mois, le reste sur des allers-retours avec les habitants, etc. Alors c'est très nécessaire. Le niveau d'acceptation est meilleur. Mais on m'a aussi beaucoup critiqué parce que le projet avait pris du retard. Peut-être un petit mot, excuse-moi. Aujourd'hui, on fait mieux. Et je pense, et on va continuer à développer des projets de concertation qui accompagnent le projet lui-même, c'est-à-dire qui scandent les étapes de réflexion sur le projet. Et comme ça, à l'avance, on sait quand est-ce qu'on va concerter, sur quoi, et ce qui n'est... En fait, ça devient juste un des éléments de la production du projet, donc ça ne reporte en rien, ça ne recule pas. C'est carré, ça bouge pas, il n'y a pas une voie, rien qui dépasse. Non, tout va bien, tout ira bien. Et je voulais ajouter quelque chose si je ne l'ai pas. Si, moi je vois un autre danger que celui-là, parce que celui-là on peut le régler, c'est le fait de la privatisation de la parole dans la concertation par des groupes sociaux. C'est-à-dire, moi je suis cycliste, d'ailleurs je suis cycliste, du coup je veux que la ville soit faite pour moi. Ou moi je suis résident et je veux que la ville soit faite pour moi. Or un espace comme Gambetta est un espace local, mais c'est un espace de ville et d'agglomération. D'où le fait que c'est très important que des associations s'impliquent, mais pas que des associations ou de commerçants, vous allez pouvoir répondre, hein, ou de résidents, mais que d'autres aussi, et d'où l'intérêt aussi du politique, c'est qu'un lieu n'appartient pas qu'aux résidents du lieu. Et c'est très ou à des groupes de pression. Et moi je le vois, ça me fait plus peur. C'est-à-dire le groupe de pression des vélos, voire des transports en commun, bien que je les prenne tout le temps, sont des groupes de pression qui peuvent faire peur parce qu'ils sont pas s'ils n'écoutent pas les autres, d'où l'intérêt d'être tous autour de la table. S'ils n'écoutent pas les autres, on risque de faire des bêtises. Alors, François Dier. Notre association est transversale. Elle ne représente aucun groupe particulier. Tout le monde peut s'y représenter. Ce ne sont pas uniquement les riverains de Gambetta. Participent à l'association des Bordelais qui sont quelquefois loin de Gambetta, qui sont attachés à la valeur patrimoniale de la place, des gens qui y passent tous les jours sans y habiter. Enfin, c'est très large comme panel et l'objectif fondamental, c'est d'obtenir le meilleur projet possible pour tous. Voilà, vous comprenez et celui qui permette de regrouper toutes les catégories sociales au niveau de cette place avec satisfaction. Ça, c'est notre objectif. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand on se lance dans un objectif comme le nôtre, c'est-à-dire obtenir la réhabilitation d'une place qui est aussi complexe à réhabiliter parce qu'il y a beaucoup de choses dessus, il faut avoir une stratégie. Et donc, on a développé une stratégie pendant 2 ans avant d'attaquer le dur. Et cette stratégie, ça a été de réfléchir, et c'est exactement ce que vous disiez, à quel est l'état des lieux, qu'est-ce qui va, dans quel état c'est, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, ça c'était important. Qu'est-ce que souhaitent les habitants en général? Et bien sûr, c'est extrêmement difficile sur les souhaits d'obtenir un consensus. Mais vous avez des grandes lignes qui se dégagent et qui peuvent faire l'objet d'une base de projet. Ça, c'était la réflexion qu'on a conduite au niveau de l'association, et ensuite qui a été élargie au niveau du conseil de quartier. Ensuite, la deuxième chose, c'est comment, une fois qu'on a conduit cette réflexion, comment on va gérer les affaires avec ceux qui sont en charge de la décision, c'est-à-dire les collectivités locales, mairies et Cube. Et dans ce cas-là, ce que nous avons pensé, c'est que
il ne fallait surtout pas chercher à imposer un projet bien défini. Il fallait accompagner le processus de décision. Et c'est ça que nous demandons, et en fin de compte, c'est ça que vous dites tous. C'est-à-dire qu'au moment où il va y avoir le choix au moment de l'étude programmatique, tout d'abord, voir ce qu'on a à dire sur le résultat de la rédaction. Ensuite, quand il va y avoir la première sélection sur les 50 réponses à l'appel d'offres public, quels sont les 5 cabinets qui vont être choisis? Ce sera en fonction de leur curriculum vitae, voir si tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis ensuite, et surtout, quand l'architecte lauréat sera choisi, pouvoir travailler avec lui, sans bien sûr modifier son orientation et en lui laissant toute sa créativité. Oui. En fin de compte, c'est une association qui se veut être une force d'accompagnement, d'explication et d'information. Je crois que les choses se passent comme ça globalement à Bordeaux, en concertation. Je l'ai vu sur beaucoup de quartiers. Caroline Melon voulait réagir. Passez-lui le micro, s'il vous plaît, François Diard. Merci. Oui, moi je voulais dire que je pense qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Et que si on commence à donner la parole aux gens, c'est normal qu'ils la prennent. Et que de fait, nécessairement, il y a des groupes de pression, de cyclistes, de piétons, de poussettes, d'un certain nombre de... Et que c'est ça, justement, l'intérêt d'ouvrir la parole, il me semble. Et que, de fait, moi, je pense que plutôt que la concertation soit liée à des moments où on suspend le travail, ce que tu racontes, moi, je pense qu'elle devrait être préalable, en fait. Mais absolument préalable. C'est-à-dire que vous parlez d'état des lieux, d'une question d'un diagnostic. La question, c'est qui est usager ou usagère de cette place et quels sont... alors évidemment, après, bien sûr, pour moi, le gros écueil des concertations, c'est plus le fait de se dire qu'on va faire 3-4 réunions. Bien sûr, les gens qui viennent aux concertations, c'est les gens qui ont déjà l'habitude de s'engager, etc. Et bien sûr qu'il n'est pas question qu'une personne décide à un endroit. Voilà. C'est pour ça que pour moi, ça se travaille. C'est une vraie méthode de travail qui prend du temps nécessairement et que je pense qu'effectivement, c'est un temps gagné immense après sur la façon dont les gens sont responsables de l'espace, de ce qu'ils choisissent dedans, quoi. Alors, je ne voudrais pas qu'on n'y passe trop de temps parce qu'il y a beaucoup de démarches engagées dans ce sens. Moi, j'ai vu les cahiers d'Agora qui sortent régulièrement. Alors, effectivement, sur des quartiers, il y a eu un travail sur le centre historique. J'ai vu les comptes rendus d'équipes d'anthropologues urbains. Ça contribue à se former un point de vue sur la façon dont les gens voient leur propre quartier, ce qu'on peut faire ou pas faire. J'ai vu tout ce qui a été fait à la Bastide, sur Niel, sur le bassin à flot, etc., etc. Donc je pense qu'en effet, les souhaits que vous exprimez vont pas tomber dans une oubliette, Fabien Robert. Non, on a effectivement développé, notamment au sein de la direction générale de l'aménagement, un certain nombre de process, de concertation, à peu près partout. En tout cas, on peut parler de co-élaboration de projets dans certains cas, d'associations très en amont. C'était le cas à Bastide. Co-construction. Quand le projet Aubras sur la place Saint-Michel sort, il y a des pavés en bois, il y a des lampadaires très hauts, il y a du mobilier en bronze. Et alors là, réaction formidable des habitants. Non, mais le bronze, pourquoi du bronze? C'est pas pour Saint-Michel le bronze. Voilà, en disant, il n'y a pas que la question de l'esthétique, il y a aussi un sens derrière le mobilier urbain. Ça intervient, et c'était le sens de l'intervention de Caroline, peut-être un peu tard, peut-être que les processus ont besoin d'être installés plus en amont. Je crois, j'ai dit qu'il y avait des pauses dans le dispositif, mais là, en l'occurrence, on s'y était pris aussi très en amont, puisque la première réunion, c'était décembre 2007. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est encore en train de faire les travaux. Et là, on est parti d'une carte blanche en disant aux gens, qu'est-ce que vous appréciez dans cet espace public, qu'est-ce que vous n'appréciez pas, comment vous vivez. Et on est parti sur une démarche. Si j'avais une critique à faire avec le recul, c'est qu'on était parti, c'est vrai, sur une démarche peut-être très technique, très mode de vie, là où, ensuite, dans Recentre, fort de cette expérience, on a inclus une dimension beaucoup plus subjective avec le travail des anthropologues. Parce que ça n'est pas qu'une question de c'est beau, c'est pas beau, ça nous plaît pas. On a vraiment aujourd'hui une démarche qualitative et anthropologique qui a été intéressante et qui, peut-être, est devenue culturelle aussi avec le temps dans Recentre. Alors, vous voulez dire un dernier mot, François? On va arrêter. Jean-Pierre Charbonneau aussi. Je voudrais simplement vous faire une petite remarque. Oui, à tout le monde, c'est que c'est l'enrichissement que nous apporte la concertation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est mis à discuter sur ce qu'on pouvait faire, sur ce qu'on avait envie de faire, on a été confronté
à tous les directeurs des services techniques, aux responsables du terrain. Parlez bien dans le micro. Ils nous ont appris des choses sur notre ville que nous ne connaissions pas. Ils nous ont appris des données techniques. Et nous, on leur faisait sentir ce que l'on souhaite. Et ça, c'est un enrichissement bilatéral. Évidemment. Et tout ça concourt, moi, je crois, à faire gagner du temps, comme a dit À madame. construire ce qu'on appelle un consensus social, oui. Oui, Jean-Pierre moi je Charbonneau. trouve dans le même sens que un aménagement, enfin la transformation d'un lieu, c'est un beau projet politico-social, qui soit transformé complètement ou qui soit transformé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un beau projet pour une société urbaine, pour un quartier ou au large. Donc je trouve que la concertation m'intéresse pour ça, et elle m'intéresse, comme vous l'avez dit aussi, parce qu'elle permet d'approfondir un projet, d'approfondir la connaissance d'un lieu. Donc elle donne de la pertinence à une proposition. Donc pour ces deux raisons. Et le dernier point que je voulais dire, c'est je voudrais dire aussi que l'espace public, sa transformation a des apports positifs que vous connaissez tous. Ça peut aussi avoir des apports négatifs sur la vie sociale dont il faut se méfier, dont il faut se garder. Donc ça n'est pas la transformation d'un lieu, ça ne peut pas être que de l'aménagement. Vous avez parlé d'anthropologues. Je pense que le travail sur le bâti pour conserver des populations qui sinon risquent d'être éjectées de l'endroit, tous ces sujets sont des vrais sujets et ça n'est pas que de l'aménagement. Oui, une politique globale. Aïché, peut-être ça sera le mot de la fin. Je suis désolé pour la salle si on ne vous donne pas la parole, sauf si vraiment vous pouvez. Une question vous reste en travers de la gorge, mais il est déjà 18h. Moi, je voulais juste finir, même si les problèmes de Taksim, enfin, il y a ces spécificités liées à ce lieu, à cette culture, à ce pays, il y a une notion universelle, je pense, qui se pose vraiment, c'est la question de droit à la ville. Et quand j'entends par le droit à la ville, c'est pas juste accéder aux services de la ville, mais de dire que, c'est au sens plus large, la ville, c'est quelque chose dans lequel c'est un environnement qui nous construit, qui nous change, et contrairement, nous aussi, on veut le changer. C'est pour cela qu'il faut avoir le droit de dire, voilà, je veux vivre dans telle ville, je veux vivre de telle façon, je veux traverser cet espace public-là dont je veux côtoyer mes voisins de telle façon. C'est de dire, voilà, je vais aller au cinéma sans passer par une mall, ce qui se passe à Istanbul, ou aller à l'opéra pareil sans entrer dans une centre commercial. C'est vraiment le droit le plus précieux de dire, voilà, moi je veux changer et je veux changer moi-même aussi par la suite. C'est une très belle conclusion. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Vous vouliez en rajouter quelque chose, mais non. Droit Juste à la ville. un bref mot. Là, on a l'impression que ça se passe bien, la concertation, que c'est quelque chose de facile sur un espace public. Juste dire que c'est extrêmement difficile. Je ne veux pas finir sur une touche négative, mais quand on engage une concertation, eh bien, on passe des moments difficiles parce qu'on n'est jamais d'accord, parce que, en tout cas, le rôle du politique, c'est d'arbitrer les contraires et les associations se constituent, les rapports sont bons et au moment de la décision, eh bien, il y a forcément des déceptions. Ça a été difficile sur Saint-Michel. Est-ce qu'on a eu raison ? Oui, oui, oui. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'heure où la décision compte autant que la manière dont elle est prise pour l'acceptation et tout simplement peut-être pour à un petit niveau résorber le fossé entre les citoyens et les élus. Donc il faudra réussir Gambetta aussi. Ce sera ma conclusion. Je crois que pour conclure, Attendez, on peut dire que même si tout se passe bien en amont, le projet ne sera jamais totalement consensuel. Et il y aura toujours une partie de la population qui dira c'était mieux avant, une autre qui dira toujours le produit d'un compromis. Maintenant. Mais en effet, l'important c'est d'associer tout le monde. Je crois que c'était clair des débats ce soir. Merci Aïché d'être venu d'Istanbul. Merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie. J'espère que vous profiterez de votre séjour à Agora. Il y a des images de vous dans le film que Youssef Tomé montre dans l'exposition aussi. Donc je conseille à chacun d'aller le voir. Le film sur Istanbul aussi. Et sur les résistances, dans le mur des résistances. Oui, voilà. Merci à tous. Et à demain pour la suite. Demain 14h. Internet est-il le nouvel espace public ?